J'essaie de trouver les cadavres. Si on fait appel à moi, c'est qu'il y a des difficultés en interne. Bonjour et bienvenue sur WinTalk, le podcast IT au cœur du business. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Philippe Lecomte. Philippe, il se définit comme un CTO as a product. Si tu combines ces trois trucs-là, le soutien de l'équipe dirigeante autour de toi, l'adéquation avec les compétences de tes équipes et que tu communiques bien dessus, ça facilite grandement les choses, quelle que soit la méthodologie que tu appliques. Philippe, c'est quelqu'un qui a été CTO de la plateforme Le Bon Coin. Il a également été Head of the Product chez TF1. J'ai développé toute une boîte à outils, d'astuces. Avec l'expérience, maintenant, j'ai tendance à trouver le bon outil qui marche. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre ces stratégies et de voir comment elles peuvent s'appliquer à différents niveaux de l'entreprise et surtout, quelle que soit la mentalité du groupe. Philippe Lecomte, c'est maintenant et c'est sur WinTalk. Pour démarrer et pour résumer un petit peu, pour nous mettre un petit peu dans le contexte, est-ce que tu pourrais résumer ton parcours en quelques minutes, en 2-3 minutes, depuis tes débuts dans l'IT jusqu'à ton intégration chez Le Bon Coin? Je suis issu de la génération qui débute avec l'arrivée du web, où il y avait plusieurs choix d'intégrer une filière d'ingénieur classique, de faire de l'électronique pour arriver à de l'informatique, c'était n'importe quoi, et pour faire du web, il n'y avait pas de filière. Donc les choix étaient simples, soit faire une carrière d'ingénieur, soit se tourner vers la débrouille et de l'auto-formation. Donc moi, c'est plutôt ce que j'ai choisi. J'ai fait un autre choix aussi, tout de suite chercher la collaboration avec des pros, donc de petits niveaux, d'abord des PME à la base, parce que personne ne connaissait le web à l'époque. Donc j'ai surfé sur cette vague-là, en essayant de m'adapter aux besoins du client. Donc je faisais déjà du produit à l'époque, okay. C'est-à-dire que j'essayais de trouver des besoins parmi des gens qui ne connaissaient pas le web et qui ne savaient pas ce qu'ils pouvaient en faire. Voilà. Donc très tôt dans ma carrière, j'ai eu cette approche-là. D'abord en homme à tout faire, on va dire, du web, hein, donc faire le commercial, faire la partie développement web de l'époque, le suivi post mise en production, voilà, et puis essayer de trouver du besoin supplémentaire après. Et comme ça a marché tout de suite, d'ailleurs c'était tellement beau, c'était un peu l'âge d'or pour moi de ce que j'ai vécu, j'ai pensé que toute ma carrière se passerait comme ça. J'ai commencé à sous-traiter beaucoup de choses, donc j'ai fait beaucoup de chefferie de projet en commençant à déléguer avec les gens qui avaient les compétences que moi je connaissais et qui pouvaient faciliter l'accélération des projets que je traitais. Voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps à peu près? Ouais, c'était début des années 2000. Là, je passe pour un dinosaure, mais voilà. Et ça permet de comprendre le parcours où j'étais très tôt mis dans l'auto-entreprise ou l'auto-entrepreneuriat avec mode débrouille-toi, il n'existe rien. Donc j'ai gardé ce mindset-là et c'est important pour comprendre la suite. Mes clients ont grossi au fur et à mesure par le bouche à oreille et c'est ça qui est très important. Je me suis construit un réseau où on m'a dit est-ce que tu es capable de faire la même chose mais en interne? Est-ce que tu es capable de venir nous rejoindre? Et c'est là que j'ai commencé à découvrir qu'en interne ça ne fonctionnait pas du tout pareil que faire du forfait pour des clients en one shot. Et j'ai commencé à découvrir les bonnes difficultés en entreprise, la gestion d'équipe, le management, les silos, les manques de communication, les mauvaises organisations, les manques de méthodologie. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'était des challenges que j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé à diversifier mon panel plutôt que venir faire des sites web. Je commençais à faire des applications, j'essayais de switcher un petit peu sur tout ce qui pouvait générer du biz. Faire du consulting en méthodologie, en organisation de projet ou en chefferie de projet, ce que je savais faire. Donc j'arrivais dans les entreprises qui avaient des difficultés là-dessus et j'essayais de les conseiller sur la meilleure organisation possible pour eux pour améliorer leur delivery sur un projet en particulier. Alors c'était quel type d'entreprise du coup? Là c'était des plus grosses PME, donc on peut parler, je sais pas, peut-être de l'Institut Curie, le FAST, le Fonds d'action pour le travail temporaire, enfin des choses de ce type-là, voilà, où c'est déjà des entreprises qui ont un peu plus de poids. Sur des rôles où je prêtais pas attention au rôle. En fait, j'étais centré vraiment sur l'amélioration des process en interne ou le delivery d'un projet qui était difficile à accoucher. Même si tu ne parlais pas forcément de rôle, quel était ton rôle, enfin plutôt la casquette que tu portais ou la définition de ton rôle? En fait, je les ai tous occupés. Et ça c'est une composante principale de mon profil touche à tout. Hein, voilà, et j'y tiens. J'ai pu agir comme product owner n'existait pas, mais du coup, il y avait des AMOA à l'époque. Voilà, des chefs de projet classiques, des directeurs de projet. J'ai été DSI à un moment, mais DSI à l'ancienne. On parlait pas de produit ou de tech ou de dev ou quoi que ce soit. J'ai pu être business analyst, voilà, PMO. Enfin voilà, je suis passé un peu par toutes les casquettes. Ce qui m'a permis de bien comprendre les enjeux de tous les rôles et de pouvoir discuter avec tout le monde. Ok. Alors, tu as connu différents types d'organisations. Tu nous l'as expliqué. D'abord, au début de ta carrière, peut-être des plus petites entreprises. Ouais.
où là, tu as pu développer en tout cas un panel de compétences assez large. Ensuite, tu t'es dirigé plus vers des entreprises où tu es allé sur des sujets, on va dire, organisationnels à enjeu, donc plutôt de taille moyenne. Et dernièrement, tu es intervenu… En fait, les deux autres séquences, en fait, c'est quand tu commences à acquérir de l'expérience, tu mixes un petit peu les rôles opérationnels avec des rôles de conseil, où tu viens, tu apportes une certaine expertise et tu es payé pour ton expertise. Pour moi, c'était une révélation. Tiens, j'ai plus besoin d'avoir les mains dans la mécanique pour pouvoir être payé, donc c'était chouette. Et du coup, j'ai fait toute une série peut-être 5 ans, 5-7 ans presque, de conseils mixés avec de la mise en œuvre opérationnelle. Tu as une expérience assez riche, tu as connu plein de types d'entreprises, on l'a dit auparavant. J'aimerais juste faire un focus du coup sur les grandes entreprises dans lesquelles tu es intervenu. On ne les a pas forcément citées, mais on y viendra peut-être juste après. Quand tu arrives, toi, avec tes idées aussi potentiellement d'innovation, d'évolution, comment tu fais dans un système déjà existant qui est déjà bien huilé depuis peut-être un bon moment pour, entre guillemets, on va dire, t'imposer, et surtout, est-ce qu'on ne te met pas parfois un petit peu des bâtons dans les roues pour innover, pour… c'est sûr. Alors, je sais qu'on va rentrer dans le détail après, mais peut-être pour conclure sur l'intro, et ça rejoint ta question, moi je complique les choses en étant CTO de transition, ou manager de transition en tout cas. Donc j'arrive en plus dans un contexte qui est d'urgence où j'ai pas le temps, pas que pompier, c'est que quand tu es dans un recrutement normal, les gens te laissent le temps de faire tes preuves, d'atterrir. Il y a les 3 mois de drapeau blanc, pas de pardon, mais c'est un peu ça, tu vois. Alors qu'en fait, si tu es manager de transition, tu dois être efficace quasiment à J+1 de ton arrivée. Voilà. Et souvent dans un contexte où s'ils avaient pu prendre le temps, enfin ton client avait pu prendre le temps de recruter quelqu'un à plus long terme, il n'aurait pas demandé un manager de transition, quoi, tu vois. Donc la situation est généralement plutôt une crise ou une situation plutôt compliquée pour l'entreprise ou le client à résoudre. Et souvent quand on t'appelle, qu'est-ce qu'on te dit concrètement? Trouver des vacances par exemple, tu vois, derrière des moments pour partir en vacances, c'est hyper compliqué. Et j'ai fait déjà plusieurs retours, tu vois, en urgence, un appel le dimanche soir, il faut commencer demain matin, on t'attend, une discussion avec d'une demi-heure avec le client en disant bon, est-ce que tu peux nous aider sur tel point? Quand est-ce que vous avez besoin de moi? Demain. Voilà. Et donc faut repartir au charbon dès le lendemain. Tu m'aurais demandé le matin ce que je faisais le lendemain, je t'aurais dit je vais aller à la plage avec ma famille. Et en fait non. Voilà. Des organisations dans lesquelles tu n'étais pas encore qui t'ont appelé parce qu'ils avaient un sujet de tout. En fait, le rôle de CTO chez Le Bon Coin, par exemple, c'était ça s'est joué un samedi matin. Alors j'étais au sport avec mon gamin où on m'a dit lundi tu commences et tu prends les équipes. Jamais t'aurais imaginé. Non, tu peux pas anticiper en fait. Et comment tu as trouvé cette mission justement la première mission, c'est assez simple. Je suis rentré en tant que CTO Argus ou sur la partie mobility, tout ce qui est vendu sur la plateforme Le Bon Coin. Le Bon Coin, en fait, il y a d'autres entreprises qui gravitent, d'autres marques en tout qui gravitent autour du Bon Coin, et dont l'Argus. Donc c'est marché de, je ne sais pas si vous connaissez la cote Argus ou les choses comme ça, mais voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc du coup, l'Argus s'occupe plus de la partie B2B et Le Bon Coin plus la partie B2C en fait, avec la vente de véhicules d'occasion. Et du coup, ça se complète sur l'offre. Et moi, j'étais là pour gérer la partie Argus Motors Mobility chez Le Bon Coin. Et donc, a priori, j'ai fait un job suffisant. Là, je faisais un remplacement de quelqu'un qui était partant, donc en management de transition. Et apparemment, j'ai fait mes preuves en interne suffisamment pour qu'on me dise ok, est-ce que tu peux faire la même chose sur un scope plus grand? Ils t'ont dit pourquoi, juste petite parenthèse, pourquoi ils t'ont dit qu'ils partaient ou c'était vacances? Là, je veux pas, c'est assez personnel pour la personne que j'ai remplacée, mais en fait, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps en fait. Et là, je peux te donner des exemples. J'ai eu, ça va du truc le plus grave où c'est un décès, tu vois, derrière, c'est pas chouette. Et puis tu ramasses les équipes à la petite cuillère, tu vois, et ça donne un contexte assez spécifique. Le plus souvent, c'est le burn-out, tu vois, où plus ou moins assumé. Soit la personne est déjà partie, elle s'est arrêtée net, arrêt maladie.
à un truc plus long terme en disant bah, j'ai donné ma dème, je pars dans X mois, voilà, tu viens prendre le relais, il y a une passation. Bah en fait, voilà, ma question c'était plus dans le sens, est-ce que tu sais pourquoi tu y vas? Et quand tu me dis, parce que burn-out, démission, c'est toujours dans un contexte où ton prédécesseur, il a craqué ou autre. Il y a même des fois où il y a plusieurs managers de transition qui sont passés avant, donc ça te met une certaine forme de pression sur la réussite. Et ils disent quoi? Ils disent c'est quoi les objectifs? T'as quoi à redresser? Il y a quelque chose en particulier? Bah, c'est ça que j'essaie de faire. Le premier truc que je fais en fait en général, c'est d'essayer pendant mon CV sort pas, il n'y a pas d'appel d'offres sur des choses de ce type-là, c'est juste une conversation ou plusieurs conversations avec les interlocuteurs. Et moi là, j'essaie pendant cette conversation critique qui dure une demi-heure, 1 heure, j'essaie à la fois de construire une relation de confiance en disant bah, je pense être capable ou pas de résoudre la situation. Et j'essaie de trouver les cadavres. Alors c'est mon expression pour dire en fait, si on fait appel à moi, c'est qu'il y a des difficultés en interne qu'on va pas me dire en fait tout de suite quoi. Et pourtant il faut que je les connaisse pour savoir quel remède je vais appliquer en fait. Du coup bah, je prends ma pelle pendant 1 heure et je vais essayer de déterrer en fait ce qui va pas. Est-ce que ça pêche sur le delivery? Est-ce que c'est des problèmes de communication entre le biz et la tech? Est-ce qu'il y a des conflits entre le product et la tech? C'est une sorte de en arrivant. Ouais c'est ça, mais même pas en arrivant. C'est pendant une demi-heure, 1 heure de conversation avec mon commanditaire de mission en fait quoi. Enfin le décideur en interne du client. Et te livrent facilement les infos ou ils ont un petit peu... Je l'oblige. Je l'oblige. En fait, effectivement, tu as raison. Non, ils ne livrent pas. Et des fois, ils ne me connaissent pas. La plupart du temps, ils ne me connaissent pas. En fait, donc, arriver à dire, dans mon organisation, c'est pas bien, pardon pour le terme, mais c'est la merde, j'arrive pas à gérer tel truc, j'ai recruté la mauvaise personne, je me suis planté sur le recrutement de la personne, mes équipes n'arrivent pas à se parler, c'est des nazes, pardon, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais arriver à dire ça quand tu manages une entreprise et que tu parles à quelqu'un d'externe que tu connais pas encore, c'est compliqué quoi. Donc faut y aller vers du nez quoi. Ouais, c'est ça. Si on revient juste du coup à un contexte plus global, donc là on a parlé du Bon Coin, c'est super intéressant, mais tu as connu des grands groupes, comme c'est des grands groupes qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont déjà leur process, qui ont déjà leur système, est-ce que justement tu as des expériences à nous partager là-dessus, où tu es arrivé, où ça a été difficile de faire changer les choses, ça a été difficile d'innover, où on t'a mis justement des bâtons dans les roues peut-être? Toutes les fois j'ai bossé. Le truc redouté c'est la résistance au changement, qui prend 10 000 formes possibles, du lobby interne à juste une personne qui a des habitudes et qui a la flemme de changer, en passant par des trucs un peu plus politiques, un peu plus individuels, tu vois, derrière, avec même sur ton commanditaire, tu sais, quand tu arrives avec ton bagage, des fois, tu peux avoir trop d'ego ou avoir justement affiché trop d'ego et faire peur en fait à la personne que tu appuies, tu vois, derrière. Donc savoir prendre en tant que manager de transition une position basse pour aider, parce que toi tu t'en fiches de la politique ou de progresser dans le groupe, en fait, tu vois, c'est pas ton objectif de mission. Tu n'es pas là pour être carriériste, non, pas du tout. Tu es sur ta mission. Mais la personne avec qui tu discutes, elle n'a pas l'habitude de dealer avec des gens comme ça la plupart du temps. Ça leur fait peur, non, justement? Ouais, ça arrive. Et pour les missions pour lesquelles j'ai travaillé, c'est des gens qui m'ont fait confiance, avec qui ça a bien matché. Mais il y a plein de missions que j'ai pas pu faire parce que justement, il y avait trop de possibilités de faire de l'ombre à la personne. Enfin, accepter, et je le comprends tout à fait, accepter qu'une personne, un expert, vienne sur ton domaine de compétences et se mettre à bouger un peu les lignes dans tes équipes, dans ton organisation, en pointant du doigt des trucs que tu aurais pu faire toi ou que tu n'as pas bien fait, ça ne donne pas forcément une super image en fait dans ton entreprise. Ouais, donc un peu de résistance au changement. Et pour les plus résistants, comment tu fais en général? Alors là effectivement, moi j'ai développé toute une boîte à outils, d'astuces, etc., qui marchent ou qui ne marchent pas. J'ai plein d'échecs forcément, mais en tout cas avec l'expérience maintenant, j'ai tendance à trouver le bon outil qui marche, etc. Alors peut-être pas du premier coup, mais on en reviendra peut-être après, mais j'aime bien l'itératif. Donc l'idée c'est de ressortir des outils jusqu'à temps qu'il y en ait un qui marche. Et si tu as une boîte à outils bien remplie, méthodologique, d'astuces, de psychologie, de management, et peut-être qu'à un moment tu vas sortir la clé qui marche pour le client. Et souvent tu as un ordre de ces outils dans ta boîte? En fait en fait c'est il faut que les équipes me fassent confiance. Enfin, que ça soit au-dessus ou en dessous, tu discutes avec un COMEX, tu discutes avec des équipes, peut-être si tu as du management intermédiaire, ton équipe de management intermédiaire,
Si eux, tu n'arrives pas à briser cette barrière de la confiance très rapidement, en moins d'une semaine, en gros, hein, tu vois, derrière, tu risques de foirer ta mission de manière magistrale, en tout cas. Tu dois leur faire confiance, enfin, tu dois leur faire comprendre que tu es là pour les aider. Tu es là comme justement, ça me plaît à la transition, c'est que tu interviens comme un CTO as a product pour te servir un petit peu tous les intérêts de chacun et les clients. Mais est-ce que par moment, justement, tu as eu, justement, vraiment, comme tout à l'heure disait Thomas, hein, il y a des personnes qui sont réfractaires, qui ne comprennent pas parce que c'est ce côté carriériste, même que tu as beau sortir tous tes outils. Et là, tu bloques. Quelle est ta manière, justement on peut parler, c'est pour ça que je parlais de CTO as a product. Bon, c'est ma blague j'essaie de faire une blague comme ça l'année dernière. Mais en fait, c'est en réfléchissant, en faisant, j'avais fait un petit talk l'année dernière, en fait, autour de ce sujet-là. Et du coup, tu sais, quand tu prépares un truc comme ça, en fait, tu essaies de brainstormer toi-même, avec toi-même, en fait, sur la méthodologie que tu appliques, etc. Et ça t'oblige à quand même à prendre un peu de recul sur ta méthodologie, comment tu pratiques les choses. En fait, j'ai trouvé que alors moi je suis pas que CTO, je suis aussi CPO, enfin la moitié du temps j'ai un profil mix produit tech. Peut-être parce qu'on est là pour justement rendre l'IT accessible à tous, et donc du coup est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un CPO, un CTO? Ok. Bah, en fait, c'est simple, hein, enfin c'est simple, non. Mais en fait, le CTO, c'est le Chief Technology Officer, donc qui s'occupe généralement en fait de la stratégie tech et des équipes généralement qui s'occupent du même sujet, hein, d'accord. Même sur ça, il y a des variantes. En fait, tu prends un CTO de start-up ou CTO de grand groupe, tu vas pas trouver la même chose. Un CTO de grand groupe va s'apparenter à un DSI à l'ancienne, en fait, derrière, donc quelqu'un qui va être au COMEX, qui va diriger des grands budgets, des grandes équipes avec beaucoup de monde, qui va plutôt être manager de manager, au CTO de start-up qui va plus être un lead dev avancé, qui va discuter avec les fondateurs plutôt sur la direction technique à donner, qui va faire tous les choix technologiques de la boîte. Voilà. Donc ça, c'est la partie CTO derrière, avec plusieurs étapes, hein, d'accord. Et la partie CPO, c'est la partie produit. Donc là, c'est un dérivé entre le marketing et l'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'ancienne, où il va falloir connaître toute la base de clients, savoir ce qui leur plaît et avoir des idées sur la stratégie de comment développer des produits ou faire évoluer les produits existants pour mettre le plus en corrélation le public ou le marché client, le business avec les utilisateurs. Ok. Et donc tu parles de CTO as the product. Ouais. En quoi ça consiste? Alors c'était de me dire en fait, je suis qu'un produit, qu'un client achète pour remplir une liste de features. Voilà, ce qu'on attend de moi, c'est ça. C'est que je redresse l'organisation, que je mette en place une méthodologie, que j'accélère le delivery. Donc ça, c'est mes features en fait, quoi. J'ai des clients à comprendre, que ça soit des clients au sein de mes équipes ou des clients COMEX ou des clients externes sur lesquels je dois répondre à leurs besoins. Ils ont des personas, je les inscris dans des personas. Au force de changer d'entreprise, on retrouve. Alors les personas, c'est un truc produit, on va dire. Voilà, ça fait partie des méthodologies produits, où c'est un truc classique où tu essaies de classer. Alors j'aime pas trop le faire, mais tu prends une fiche de personne et tu dis ok, bon voilà, lui il a telle caractéristique en tant que client. Il est grand, il aime bien manger au restaurant, voilà. Mais en fait, tu ranges les gens dans des cases et en fait, tu dis qu'en fait, généralement, tu as plusieurs personas en fait, et en fait, tu essaies d'imaginer les clients les plus typiques qui vont acheter ou utiliser ton produit. L'idée, c'est de pouvoir y faire référence après, quand tu réfléchis en dehors de la conception, quand tu essaies de trouver des nouvelles features à ton produit ou des nouveaux usages, des nouvelles pistes, des nouvelles opportunités en fait commerciales, tu vas repenser à tes personas et tu vas te dire ok, par rapport à cette nouveauté qu'on vient d'évoquer, comment se comporterait Michel, 45 ans, père de famille, cadre supérieur, en fait, voilà, et avec peut-être des détails beaucoup plus techniques. Il n'utilise que son mobile, hein, il n'utilise pas Internet, il utilise Internet Explorer si on veut parler d'un persona technique, et surtout pas les navigateurs modernes. Et du coup, ça t'oblige à te poser 30 000 questions. Donc les attitudes que les gens, les comportements que les personnes auxquelles tu vas te confronter peuvent avoir, et comment te comporter en fonction. C'est ça. Et donc du coup, j'ai repris ce concept-là pour l'amener dans le rôle de CTO as a product en me disant,
quels sont les personas qui gravitent autour du CTO. Donc il y a des membres COMEX, il y a un DG qui veut faire du chiffre par exemple. Enfin, voilà, j'ai essayé d'imaginer, de broder. J'en ai que j'amène avec moi, que je connais par cœur, qui sont individuels, je les écris plus parce que je les connais, mais c'était parti de l'idée que dans chacune des missions que je faisais, je me dis, ah mais lui, c'est le Michel de la mission d'il y a 3 ans. Voilà, mais il a la même chose. Est-ce que les mêmes outils de ma boîte à outils d'avant fonctionnent avec lui? Et du coup, tu testes et ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a un parallèle que tu peux faire. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que les mecs que tu remplaces, les CTO, les DSI peut-être que tu remplaçais, comment ça se fait qu'ils ont pas réussi? Je comprends pas. Ils étaient nuls? Alors, non. Et puis, en fait, je comprends tout à fait dans quelle situation ils sont. Tu vois, c'est juste qu'il y a un moment, tu es dans une situation qui remet en cause tes compétences. Tu vois, c'est des cycles. Moi, j'aime bien parler de cycle haut, cycle bas dans ta carrière, etc. Et il y a des moments où tu es dans un cycle bas où tu doutes, tu n'es pas dans le bon contexte. Tu as peut-être des problèmes familiaux, tu as peut-être d'autres priorités à ce moment-là, je sais pas, des divorces, des machins, un enfant qui vient de naître, voilà, ou même tu n'es pas motivé, tu tombes dans une phase basse de motivation. Et tout ce contexte-là, il te revient dans la figure, en fait, sous le fait d'une baisse de performance. Et il y a des trucs qui te paraîtraient peut-être évidents, auxquels tu passes à côté. Tu vois. Plus le côté, j'imagine, la casquette CDI avec toute la pression derrière qu'il y a sur la prise de décision et l'échec que ça peut engendrer. Du coup, plus la phase basse, comme tu expliques, ça peut... Et puis, tu érodes ton image au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu arrives en tant que nouveau CTO CDI. Hein, je parle de la personne que je remplace. Tu as les 3 mois dont je parlais tout à l'heure, voilà, où tu dois faire tes preuves. Tu te rates là, tu fais une petite erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, tu laisses passer, tu laisses partir 2-3 talents. Allez, tu te fais hacker à ce moment-là, tu vois, sur un CTO, tu vois, derrière. Tu cumules une image négative, tu n'arrives pas à délivrer 2-3 projets clés, tu prends 2-3 mois de retard, ou voire 1 an de retard sur un projet clé que tu as promis. Tu as dit un truc de travers, tu as fait une promesse que tu n'as pas su assurer. Et du coup, tu cumules une image négative et tu as beau vouloir relancer la machine, tu as un tel déficit d'image en interne que c'est impossible. Tu peux faire ce que tu veux, plus personne ne te fait confiance, tes équipes... Enfin, pardon, je grossis le trait, c'est pas toujours le cas, des fois c'est des morceaux de ça, mais si je caricature à mort, tes équipes te font plus confiance, elles trouvent que tu es creux techniquement, que tu n'es pas un bon manager. Tu sais pas, pour les équipes qui tournent autour, le business ou même tes managers directs, peut-être le DG, ils vont dire bah, t'es pas efficace, tu sais pas faire ton delivery, tu respectes pas tes promesses, t'as pas la main sur tes équipes. Tu comprends que tu cumules tout un truc. Et là, t'as beau, moi, des fois, j'arrive en appui de ces personnes-là plutôt que les remplacer pour les coacher, les mentorer, etc. C'est extrêmement dur, même avec mon appui, d'arriver à faire sortir cette image-là. Ouais, c'est un problème de passif, d'historique finalement qu'il y a, donc tu peux pas résoudre les pots cassés, on va dire. Non. Et ce qui est horrible en tant que manager de transition pour la relation, c'est là où c'est compliqué pour moi. Moi, j'ai une approche empathique du truc. Je suis pas, tu vois, enfin, j'arrive pas pour défoncer les personnes qui sont là en disant ils sont nuls, je vais briller. Enfin là, on parlait d'ego. Il y en a qui le font, hein, tu vois, derrière, en disant je suis la star. Qui mérite, non? Peut-être, mais c'est pas mon approche en tout cas, tu vois, derrière. Donc je vais essayer de trouver au contraire les raisons des échecs, etc. En fait, ce que je m'aperçois, c'est que des fois, je repropose, et c'est ça qui est terrible pour les personnes que je remplace, je repropose les mêmes idées qu'ils ont proposées 6 mois avant, quand ils étaient inaudibles, eux. Et moi, en arrivant en guest star avec ton charisme. Peut-être c'est une histoire mais c'est surtout la nouveauté. C'est la nouveauté aussi. Tu sais, tu arrives avec une nouvelle image. Ah, lui, on le paye cher, voilà, machin, on va l'écouter. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a une façon d'expliquer. Tu as parlé d'empathie. Avant, je pense qu'il faut d'abord aussi écouter les gens, savoir potentiellement de quoi ils ont besoin pour se mettre aussi, entre guillemets, au service d'eux. Et ensuite, expliquer, en tout cas, si c'est les mêmes idées que l'ancien CTO ou CPO avait proposé avant, peut-être justement expliquer quels vont être les enjeux, les objectifs de, je sais pas, une mise en place d'une solution, d'une méthodologie, plutôt que certains, dans un autre cas, auraient dit bon, on va faire ça comme ça. Je suis passé d'un truc où, par le parcours dont je parlais, en disant j'ai la solution, on va faire de l'agile, vous ne comprenez pas, vous faites du cycle en V, ça va tout changer, etc. Et j'ai passé longtemps à prêcher voilà, du Scrum, de l'agilité, etc. Et en fait, j'en suis revenu complètement. J'ai pas les mêmes choses. C'est pas que je pratique plus agile ou que j'y crois plus, que je ne crois pas que c'est pas une pratique de delivery très efficace. C'est que je pense qu'en fait, tu peux faire n'importe quelle méthode si tu as 3 trucs, l'appui parfait de l'équipe dirigeante, tu vois, derrière, le soutien moral, ils appuient tes décisions, ils ne les remettent pas en cause.
que tu arrives à avoir un truc en adéquation avec les compétences de tes équipes, tu vois, là, que tu proposes pas une méthodologie tordue, va proposer du Scrum à des gens qui pratiquent du cycle en V depuis 20 ans et qui n'ont pas envie d'en faire, en fait, tu vois, derrière. Donc, tu proposes un truc, ça va pas marcher, tu vois, derrière. Et le troisième truc, en fait, c'est comment toi tu communiques au sein de l'entreprise. On disait, donc ça revient sur des soft skills qui sont intéressantes, mais si tu combines ces trois trucs-là, le soutien en fait de l'équipe dirigeante autour de toi, l'adéquation avec les compétences de tes équipes et que tu communiques bien dessus, ça facilite grandement les choses, quelle que soit la méthodologie que tu appliques. Alors, c'est vrai qu'on parle pas mal de méthodologie, de skills, en fait, finalement. Mais souvent, quand on arrive dans une boîte pour justement, en mode par pompier, tu disais justement pour faire sortir justement la boîte, la faire sortir de l'eau, est-ce qu'il y a des problèmes techniques? Et c'est là où moi je veux savoir à peu près sur toi, tes compétences techniques justement versus les skills que tu peux apporter. Aujourd'hui, je me force à faire de la veille pour rester en contact avec tout ce qui sort. J'en fais même beaucoup. Ce qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis plus capable de faire, c'est de passer en développement, tu vois, de remplacer un développeur. J'arrive toujours à lire du code ou faire des choses comme ça. Je peux conseiller sur des grandes lignes de l'algorithmie ou des choses de ce type, mais ça m'embête, mais je ne suis plus capable de développer. Donc, de plus en plus, je travaille avec des experts. Donc les blocages techniques dont tu parles ou les trucs comme ça, c'est plus je m'appuie sur des experts en interne qui me disent quoi faire. Et mon seul talent que je dois garder, c'est d'arriver à comprendre les difficultés de la personne technique. Ça, je le sais par mon expérience. T'as beau avoir changé de technologie, de langage, de machin, etc. Les problèmes restent quasiment les mêmes. De comprendre comment les rouages s'articulent entre les briques technologiques et après, en fait, faire confiance à la personne à l'expert qui me parle. Voilà, quel que soit le domaine, vous savez que parler avec un expert, c'est un peu compliqué. Comment tu es sûr que l'expert que tu as en face de toi ne te raconte pas des bobards? Et ben voilà, là j'ai une anecdote que j'aime bien en fait, tu vois, derrière j'ai une mission, je tairai le nom du client, où le but en fait c'était de mettre d'accord une dizaine de Didier Raoult, tu vois, sur un sujet d'expertise technologique, tu vois, derrière, où il pense... pardon, c'est un expert Covid, tu vois, qui parlait beaucoup et quand on parlait d'ego en fait d'ailleurs, en tout cas je le connais pas personnellement, mais l'image qui dégage c'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'ego, qui dit moi j'ai raison, les autres c'est quel que soit leur niveau d'expérience, etc. C'est des merdes, pardon pour le dire à sa manière. Hein. Mais voilà, et du coup, imagine t'as 10 personnes comme ça dans la salle, et toi, ton but c'est d'arriver à les faire se parler et de prendre une décision collégiale ensemble sur une orientation qui met peut-être à défaut une des visions d'une de ces personnes ou plusieurs de ces personnes. Et ça c'est hyper compliqué. Non. Là, tu as plusieurs personas, plusieurs fois le même persona, en fait, mon persona Didier Raoult, tu vois. Et là, j'ai pas de solution clé en main, tu vois, derrière. Il va falloir apprendre à comprendre ce qui motive les gens, pourquoi ils veulent avoir raison, qu'est-ce qui flatte leur ego, qu'est-ce qui détruit leur ego, les conflits l'historique de conflits qu'ils peuvent avoir avec les autres personnes. Et c'est tout ça que tu dois capter très vite. D'où le côté psycho, tu vois, très important de cet aspect-là de management. Il y a un côté très psychologie dans ce que tu racontes. Finalement, beaucoup d'écoute des différentes personnes à qui tu te confrontes ou voilà, avec qui tu échanges. Juste, du coup, pour comprendre un petit peu, donc tu as parlé de ton rôle, notamment dans les grandes entreprises, etc., mais tu as connu aussi des environnements start-up, plus petites entreprises, etc. Quelles sont les grandes différences? Quand tu arrives, on te dit viens nous aider Philippe s'il te plaît, on est dans la merde, faut que tu attaques lundi, ou pas dans la merde, hein, ou pour une mission précise, ça dépend. Comment tu fais? Quelles sont les grandes différences déjà quand tu commences, si c'est un environnement start-up ou si c'est un grand groupe? Est-ce qu'il y a des différences? Ouais, il y a énormément de différences, hein, effectivement. Tu t'agis pas de la même manière en tant que manager de manager ou de manager de manager de manager. Enfin, tu vois, quand tu as une pyramide hiérarchique, etc., c'est complètement différent de quand tu as la main sur l'opération avec peut-être qu'une équipe, tu vois, derrière, qui a justement des compétences très figées. Autant quand tu diriges 100 personnes, tu vas toujours trouver ton expert, tu vois, en architecture, un autre qui va se charger d'autres sujets. Enfin, moi, je vais pas donner d'exemple, mais vous comprenez que trouver des experts parmi 100 personnes, c'est assez facile, ou des très bons éléments, des gens qui sortent de l'ordinaire sur 100 personnes. C'est qu'une histoire de statistiques. Hein, alors que quand tu tombes en start-up, généralement les profils sont bons, mais des fois non, ou alors ils sont juniors, ou ils cumulent pas assez de seniorité avec de l'expertise sur un domaine, c'est dur à comprendre. Donc là, tu peux pas agir de la même façon. Donc maintenant, là, j'évitais ta question, mais quand tu arrives dans un truc comme ça,
c'est là où toute ton expérience opérationnelle, c'est plus ce que je parlais de comprendre les gens, etc. C'est ta connaissance du delivery, comment ça marche une gestion de projet, une gestion méthodologique pour livrer un produit, une approche produit, comment elle fonctionne. Et là, ce qu'il faut faire, c'est expliquer tes attentes à tes équipes, identifier quelles sont les compétences, tu vois, de tes équipes, que ce soit des soft skills ou des hard skills, hein, et ce qui développe bien mais qui ne sait pas parler, tu vois, le mec qui parle à personne, qui se met au fond de l'open space ou qui allume pas sa caméra à distance et qui parle jamais en réunion mais qui code comme un dieu à côté, voilà. Enfin, tu essayes d'identifier les membres de ton équipe et après tu essayes de trouver je sais pas comment le dire, mais une astuce pour faire fonctionner le tout, tu vois. Et ça c'est hyper dur pour moi en fait d'arriver à le matérialiser. Je pense que c'est vachement lié à l'expérience, tu vois. Mais je pensais que dans les startups justement il y avait beaucoup plus d'employés vachement ultra compétents qui étaient là justement, qui étaient des passionnés en fait, plus que finalement dans les grands groupes. C'est la mode des 2 dernières années. Hein. Je pense que après la fête de la tech post-Covid, là en fait, où on a eu quand même un pic de demande autour des emplois tech qui était vraiment très fort. Ça rebaisse un petit peu. Et là, ce que je constate depuis 2 ans, c'est que on essaye, les startups comme les grands groupes, essaient de resserrer leurs équipes autour de groupes de compétences, c'est-à-dire on a moins de monde mais ils sont plus compétents. Mais ça c'est la situation idéale, c'est pas toujours le cas. C'est hyper dur de trouver lors d'un recrutement, tu fais confiance à qui? Des RH, tu fais confiance à des entreprises externes, tu vois, pour recruter, c'est super compliqué d'arriver à staffer hyper correctement le truc. Et en plus, tu staffes tes équipes en fonction de ce que tu veux faire, tes objectifs. S'ils changent, ce qui arrive fréquemment en start-up, tu te retrouves avec un choix techno, avec un développeur qui n'est pas sur la bonne techno. Il est jeune peut-être, donc tu arriveras peut-être à le retourner sur une autre techno, mais le truc idéal que tu décris avec l'élite, la start-up composée d'une équipe de 10 devs élites seniors, je ne l'ai pas vu encore. Tu l'as pas encore vu, non. Ça n'existe pas. Si, ça doit exister, mais ils ne font pas appel à un manager de transition. Justement, sur les startups, on parlait justement des mentalités grandes entreprises et startups. Est-ce que ça t'est jamais arrivé d'intervenir en mode pompier ou autre, justement dans une startup qui est un petit peu en difficulté? Jamais? Si. Moi, je me spécialise quand même en management de transition sur les contextes de crise. Hein, quand il y a un vrai problème de delivery, autour du produit, un changement de stratégie en cours, un changement d'acteur principal, changer de CTO ou de CPO, comme on disait tout à l'heure, tu changes complètement, drastiquement la vision que tu vas de ton entreprise quand tu es fondateur, par exemple. Tu vois, surtout sur un rôle de CPO, plus encore. Déjà, prendre un CPO, c'est donc côté produit, ça veut dire que le fondateur, il a assez de recul pour dire, OK, c'est plus que ma boîte, je pense que je peux déléguer la partie marketing, réflexion à quelqu'un d'autre. C'est déjà un grand pas dans une boîte. Et du coup, tu fais confiance à un bras droit qui va aiguiller ta boîte dans une direction. Que tu ne connais pas. Tu recrutes. Alors après, tu t'essayes, tu fais 50 entretiens pour trouver la bonne personne. Pareil pour les choix tech, tu te dis, je vais recruter un mec qui va me trouver la bonne plateforme, la bonne technologie, qui va savoir faire les recrutements des devs élites et qui va tout faire. Donc, généralement, les fondateurs, ils ont plus de facilité à déléguer sur les rôles de CTO parce que c'est moins leur domaine d'expertise. Par contre, vous connaissez les profils de fondateurs start-up. Déléguer le produit, le marketing, etc., c'est quand même plus proche de leur formation, c'est quand même un pas plus compliqué. Voilà. Donc, du coup, quand tu changes ces personnes, tu as trouvé un bras droit et le mec ne donne pas satisfaction pour X raisons, en fait, tu le changes. C'est un changement majeur. Clairement. Donc, c'est une petite crise. Tu vois, juste ça, c'est une petite crise. Bon. Tu disais tout à l'heure, je reviens à un point, notamment tu as pris l'exemple avec les 10 experts dans la salle où il faut flatter leurs égos. Voilà, tu as donné l'exemple de Didier Raoult. Est-ce que finalement, quand tu arrives dans une organisation, le fait de rencontrer les différentes personnes et d'essayer de flatter leurs égos, c'est pas un peu essayer de les manipuler? Ouais. Avec l'approche empathique que j'ai, tu vois, est-ce que, par mon expérience, j'ai certaines certitudes, des convictions fortes. Si tu me dis quelque chose qui touche le delivery, le product, la méthodologie, si tu me sors pas les bons arguments, etc., moi, je vais avoir du mal à ce que tu me convainques d'aller dans ta direction. Donc, du coup, c'est là où moi je me pose la question, est-ce que je suis prêt à manipuler la personne par mon expérience, par mon expertise ou en faisant de la filouterie, hein, tu vois, voilà, simplement en essayant de manipuler pour le bien soit de la réussite de ta mission, pour l'entreprise ou même peut-être pour le bien de la personne. Toi, tu as le recul, tu as peut-être 10 ans de plus d'expérience et beaucoup plus d'expérience que la personne qui est en face.
et la personne est en train de faire une connerie sur sa carrière en faisant un mauvais choix. Est-ce que tu laisses faire la connerie que tu vois arriver gros et que tu sais ce qui va arriver, tu vois, derrière, j'en sais rien, moi. Tiens, je vais aller voir, t'as un -1 qui te dit, je vais aller voir le DG directement, je vais lui faire part de tous mes problèmes. Tu le laisses faire, tu lui dis non, ok, fais-le plutôt d'une autre manière, c'est plus malin, tu l'aides à construire. Et là, tu es en train de le manipuler quand même, tu vois, tu es en train de changer un truc. Et tu prends un risque, je trouve, pour lui, tu vois, pour sa carrière. Parce que ça se trouve, toi, quelles que soient tes convictions et ton expertise, il y a quand même un risque que tu te plantes quand même, tu vois. Donc, il faut avoir suffisamment d'ego pour être sûr, suffisamment d'empathie pour être sûr que tu n'es pas en faire de la mauvaise manipulation et que tu fais ça pour le bien de la personne. Et en même temps, être conscient de la prise de risque que tu fais d'utiliser ce stratagème, en tout cas. Ça t'est déjà arrivé justement de faire de la manipulation positive et finalement, en fait, tu t'es complètement gouré et le mec, il a faussé sa carrière. J'ai pas d'impact aussi gros que ça, mais ouais, il y a forcément, tous les managers, à un moment, prennent une décision qui... si, mais c'est à ça que tu psychotes tout le temps, tu vois, derrière. J'ai d'autres concepts à la con, comme CTO as a product, j'ai les hontes a posteriori, j'aime bien ce concept-là, tu vois, derrière, en disant, à un moment, tu es en train de prendre ta douche et tu repenses à un événement de 10 ans, un échange standard que tu avais complètement... Et là, tu te tapes une honte de ouf tout seul dans ta douche en disant, ah, mais ouais, mais c'est ça qui s'est passé, pourquoi je lui ai dit ça, peut-être que je lui ai flingué sa carrière, peut-être que je l'ai mal orienté, oh là là, j'ai été con. Et en fait, tu vois... moi, ça m'arrive assez fréquemment, tu vois. J'en ai discuté avec d'autres managers, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'arrive assez fréquemment de te remettre en question quand c'est trop tard, tu vois. Donc oui, j'ai une liste de trucs dont je suis pas fier en décision, mais au moment, j'étais persuadé de prendre la meilleure décision et d'être super empathique, avoir le bon positionnement et d'avoir de conseiller à la personne le meilleur truc pour sa carrière. Je pense que je fais de moins en moins d'erreurs avec le truc, mais est-ce que tu as toujours ce doute-là à avoir en tout cas? Après, il y a l'expérience qui parle. Justement, toujours sur le thème de l'ego, je rebondis sur ça. Quelle est la grande différence que tu as pu voir entre les startups et les grandes entreprises sur la partie reconnaissance sur le travail des collaborateurs? Est-ce que tu as des exemples peut-être à nous donner là-dessus? Ouais, en fait, startup, c'est beaucoup plus direct. Hein. Tu le vois, tu es dans les mêmes locaux, tu es dans l'open space, en fait, tu vois les fondateurs tout le temps, ils viennent te parler tout le temps, tu vas manger avec eux le midi, enfin, tu vois, la dynamique, elle n'est pas du tout la même. Donc, quand ça va bien, c'est génial. Contexte startup, tout le monde part aux Bahamas, tu vois, voyage au ski payé par l'entreprise, le machin, etc. Et puis, moi, je l'ai bien constaté, hein, c'est que dès que les boîtes grossissent un petit peu, etc., et qu'en plus, tu amènes que c'est des startups qui grossissent, tu sais, c'est encore pire. Ah ouais, c'était vachement bien les voyages avant, les fêtes de fin d'année, voilà, c'était pas dans le petit hôtel du coin, tu vois, dans le sous-sol du petit hôtel du coin, on partait en vacances dans les îles, voilà, on est parti en Guadeloupe pendant 2 semaines. Ah ouais, et des employés qui me disaient, ouais, non, avant, c'était pas du tout le même contexte, quoi. Donc, du coup, déjà, t'as pas la même dynamique d'entreprise, tu as pas le même contexte avec ton management. Dans les grosses boîtes, je connais plein de gens qui connaissent pas leur équipe dirigeante. Tu vois, ils les croiseraient dans les couloirs, ils croiseraient le DG ou les trucs comme ça. Bon, il y a des séries télé à succès, enfin pas des séries, mais des émissions de télé à succès qui montrent qu'on connaît pas vraiment bien les dirigeants de grandes entreprises, tu vois, derrière. Est-ce que tu as connu, je sais pas, dans un grand groupe, un truc de reconnaissance assez dérisoire? Moi, je te prends l'exemple. Ouais. On échange avec beaucoup de clients au quotidien. Une fois, je suis parti manger avec une cliente qui me disait moi, mes équipes aujourd'hui, donc cette année, ces restrictions budgétaires, etc. Mes équipes, j'ai essayé de leur donner ma reconnaissance, mais bon, à l'oral, j'ai même pas le budget pour les inviter à manger une fois dans l'année. Ah mais ça arrive tout le temps. Donc c'est très compliqué quand ça en est là, quand, comme tu le disais auparavant, quand c'était plus petit, etc. Ils ont connu des voyages ou même, je sais pas, une sortie au bowling, un truc sympa. Là, c'est plus le cas. Est-ce que toi, tu as connu Ouais. Alors, en plus, en fait, avec les on n'a pas parlé encore des générations de gens. Moi, je fais partie, pas encore des dinosaures, mais pas loin. Tu vois, derrière, je commence à vieillir un petit peu. Je le vois dans les équipes et la moyenne d'âge des équipes que je gère, c'est quand même de plus en plus jeune. Hein, là. Et du coup, c'est pas les mêmes comportements. Donc, ce que tu peux dire d'un côté ou de l'autre, c'est pas, tu vas pas l'annoncer de la même manière. Ce qu'il faut, moi, je pense, c'est gérer de la transparence. Tu vois. Si tu as un discours de confiance et de transparence avec les gens, tu tiens un peu plus longtemps. Tu vois,
effectivement, si pendant 2 ans, tu arrives à offrir aucune récompense à tes équipes malgré leur bon boulot, c'est là où je parle de différence générationnelle. Peut-être que les gens plus vieux vont rester quand même parce que ils ont peur de se retrouver ou du changement, et ils vont rester avec toi et ils vont être déprimés ou dépressifs dans le pire des cas, tu vois, mais ils vont rester avec toi dans l'entreprise. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Alors que la plus jeune génération va switcher direct, quoi, tu vois, là, tu leur refuses 1 fois, 2 fois et voilà, il y a un turnover fort. Rapidement. Okay. Et c'est pas plus dur d'être plus transparent dans les grandes boîtes plutôt que dans les startups? En fait, non, je pense pas. C'est toi qui décides en fait de ton niveau de transparence en fait que tu veux. Alors il y a des choses que tu peux pas dire. Tu es au courant de par ta fonction, si tu fais partie d'un COMEX, voire d'un groupe de transformation, de choses comme ça. Il y a des choses qui sont confidentielles, qui sont liées. Par exemple, si tu es dans un groupe coté en bourse, tu peux pas parler de tout à tes équipes parce que il y a des lignes initiées, il y a plein de choses qui peuvent impacter en fait ton discours ou les éléments de ton discours. Par contre, leur donner le max d'informations et d'être complètement transparent sur ta propre situation et toi, ce que tu peux faire pour aider à trouver des leviers qui leur plaisent et sur lesquels ils vont te suivre, c'est ça que je dis. Et ça, que tu sois en start-up ou que tu sois dans un grand groupe, je pense que c'est la même chose, quoi, tu vois. Pour toi, c'est la même chose. Ouais. Et tu t'es senti aussi libre de discuter avec les équipes aussi bien dans les grosses boîtes que dans les start-up? Je prends le droit. Parce qu'en fait, c'est mon approche. Si on me dit t'as pas le droit de discuter ou t'as pas une liberté de parole complète, pour moi, c'est hyper compliqué d'agir en fait, quoi. Je reviens sur la partie reconnaissance. Tu nous racontais notamment, quand on a préparé l'échange, que tu avais été dans des grosses sociétés où justement les gars ils étaient là depuis 20-25 ans et bon, au final… C'est bien, hein. Enfin, moi j'ai pas de critique à émettre sur le fait de rester 25 ans, 30 ans dans la même boîte et de faire ta carrière, surtout dans la tech, tu vois, derrière, et en restant sur les mêmes technologies, sur la même méthodologie, avec la même équipe, tu vois. Enfin, je caricature, mais on peut rester dans ce contexte-là. Et je trouve plein d'intérêt à ça. Mais ça veut dire que tu n'as jamais fait de veille technologique, tu n'as jamais cherché à faire mieux ou différemment, tu proposes jamais rien tu vois, à tes dirigeants. Ou alors, tu as tellement proposé de fois, tu as proposé des trucs que tu t'es fait bâcher tellement de fois que finalement, tu t'y vas plus, quoi. Tu vois, tu t'es résigné. Donc, non, ça c'est des situations, quand je parlais de résistance au changement, c'est souvent le cas, l'habitude, tu vois. Franchement, alors, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont déjà travaillé avec moi, j'ai souvent une petite boîte de conserve avec marqué dessus, c'est historique. Voilà. Et à chaque fois que c'est historique. Voilà. Parce que tu demandes pourquoi vous faites comme ça et en fait personne n'est capable de te répondre et on te dit c'est historique ou une phrase un peu similaire, on a toujours fait comme ça ou machin. En fait, ils ont débranché complètement leur cerveau et voilà. Et donc là, tu mets 1 euro dans la boîte. Et du coup, ça paye les repas de fin d'année quand t'as pas de budget, tu vois, derrière. Mais vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je l'entends cette phrase par an, en fait. Quoi. Voilà. La boîte de conserve est pleine. Ouais, franchement, ça va vite, en fait, tu vois, derrière. Bon, c'est plus pour de l'humour, c'est pas pour l'argent, mais tu comprends qu'en fait, cette phrase-là, pour moi, qui veut comprendre le contexte et proposer quelque chose et remettre de l'innovation dans le système, remettre une pièce, pardon, pour l'algorithme, mais voilà, dans le système on essaye de faire mieux, on a une démarche de progression constante, en fait, dans l'entreprise. Dire, je sais pas pourquoi je fais ça, mais on me l'a dit par le passé, voilà, et puis on a déjà essayé, de toute façon, ça marche pas. Voilà, ça, je l'entends tout le temps. Tout à l'heure, tu expliquais justement que tu utilisais des méthodologies pour cartographier un petit peu les affinités et pour justement faire progresser la boîte et la faire transgresser. Ouais. Du coup, je voulais voir un petit peu avec toi si tu avais des méthodologies, des outils pour ça. Ouais, j'ai pas de méthode fixe, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble. Ça revient à faire un grand plan de mariage. Ouais, le plan de table d'un mariage avec les affinités de chacun, etc. Moi, j'ai pas d'outil fixe. Je le fais mentalement, en fait. J'arrivais à me faire un grand plan derrière en me disant, ok, lui, il fit très bien avec lui, ça marche bien. Et après, par contre, pour faciliter ça, si tu as moyen, tu peux créer des tests. Tu lances des binômes. Ça, j'aime bien le faire, tu vois, quand c'est des équipes tech. Faire du peer programming tu vois, ou d'autres initiatives lancées, je sais pas moi. Tiens, il y a besoin d'un événement quelconque, tu vois, derrière. Est-ce que vous 5 là, vous travaillez pas d'habitude ensemble? Est-ce que ça vous dit de travailler dessus? Je sais que vous n'avez pas d'affinité particulière, mais est-ce que vous êtes capable de livrer le projet? Et en fait, tu découvres des fois des grosses affinités avec des gens qui se complètent ou qui se découvrent et qui se parlent plus.
Et en fait, tu résous deux problèmes. Toi, tu arrives à mieux dresser ta carte mentale de tes équipes et des gens avec qui tu travailles. Et deux, tu as peut-être trouvé des synergies qui n'existaient pas parce que les gens communiquent plus entre eux. Voilà quoi. Qu'est-ce que peut donner, je sais pas moi, un UX, tu sais, quelqu'un qui travaille que sur les interfaces avec dans la mise en place d'un événement qui va travailler avec un QA et un senior manager SAP. Je dis n'importe quoi, tu vois, derrière. Et les trois, tu les aurais jamais mis à travailler ensemble. Ils ont aucune raison de discuter ensemble dans la vie professionnelle de tous les jours. Tu les mets sur un truc et des fois, ça tombe sur un truc de ouf, quoi. Et après, tu crées des couples. Ouais, c'est possible. Mais après, ça pourrait être marrant, tiens, de voir. Mais oui, t'as autant de chances de tomber en couple que pendant un mariage. Mais apparemment, d'après les stats, ça arrive souvent au boulot aussi. Donc, voilà. 83%. C'est vrai. Marvin a fait les stats. Et du coup, ça a un lien avec les personas type Michel, le mind mapping que tu fais. Ouais, je me sers pas des personas personnellement pour cette mind map pour les comportements, Je t'avoue que c'est plus des suppositions par rapport aux échanges que tu as avec la personne, ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent dans leur carrière, dans leur évolution, ce qu'ils vivent personnellement, etc. Tu vois, tu essaies de faire des associations de ce type-là, quoi. Le mec va avoir carrément des signes astrologiques des gens. En fait, je suis très pragmatique, tu sais, derrière. Donc il me faut une base factuelle quand même, tu vois, derrière. Mais c'est de l'intuition aussi, tu vois. Je suis pragmatique, mais il y a un truc qui tient de l'intuition, quoi. Et si on continue sur l'exemple du plan de table, à un moment, est-ce que l'oncle que t'as mis avec tes amis d'enfance derrière, est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'il va faire, comme tu le supposes, il va faire des blagues et tout qui vont passer avec tes trucs et qui vont tous passer une bonne soirée? Tu te dis, ouais, je pense, je les connais, ça devrait passer, quoi. Mais tu prends un risque quand même. Et à l'inverse, du coup, tu as mis des binômes, enfin des nouveaux binômes ensemble pour voir si ça fonctionne. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà vu justement des personnes où il y a eu un conflit dans le passé? Et si c'est le cas, comment tu as fait pour justement faire en sorte qu'ils arrivent à de nouveau travailler ensemble? Alors, les situations de conflit, j'en ai vu de plein d'envergure. Ça va de deux personnes de la même équipe, tu vois, et encore une fois, sans différencier, il n'y a pas d'ego, mais enfin des personnes opérationnelles, vraiment très opérationnelles, qui se disputent, à des managers qui ne peuvent pas se piffrer, qui ne peuvent pas être dans la même salle, qui se battent. Oui, qui se battent, ça arrive. Non, mais ça fait partie des anecdotes. J'ai déjà vu au tout début, moi, quand j'ai commencé, chez un client, une personne qui a foutu son poing dans la tronche. Bah voilà. Sur le plateau. Si tu discutes avec des RH qui ont de l'expérience, ils ont des dizaines d'anecdotes qu'ils ont dû gérer dans leur carrière parce qu'ils sont au centre de ces trucs-là. Le pire conflit que tu as dû gérer? Alors, encore une fois, je ne donnerai pas de nom, mais c'est des managers qui avaient réussi à dresser deux services les uns contre les autres. C'est-à-dire que c'est deux services qui devaient être complémentaires. Encore une fois, je ne vais pas donner de détails pour pas qu'on puisse identifier, mais imaginons que ce soit un département tech et un département business, et les managers peuvent tellement pas se piffrer qu'ils ont pris le parti de conduire des clans en interne, tu vois, en disant tu ne parles pas à lui, tu ne le livres pas, tu le livres en retard, comment on peut faire pour le piéger, faut qu'il saute, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais toi à ce moment-là alors? Tu reprends des fois 10-15 ans d'historique de conflit. Donc voilà, là, tu peux rendre les armes aussi. Tu as le droit aussi de ne pas pouvoir gérer ces situations-là. Tu n'as pas une baguette magique qui rend les gens plus aimables. Après, ton devoir, c'est d'essayer d'améliorer la situation. Et quand tu vois que tu ne peux pas la résoudre, ça part forcément par une décision au-dessus, quand elle est possible. Quand ce n'est pas deux fondateurs qui ne peuvent pas se fiffrer, là, c'est plus compliqué. Mais généralement, ouais, tu passes au-dessus pour dire il faut se séparer d'une des personnes ou dealer autrement. Mais à un moment, tu n'as pas les clés complètes du camion pour faire ce que tu veux, quoi. Okay. Tu nous parlais par exemple pour la gestion des conflits, parfois que ça venait d'une personne dans une équipe. Une fois ça t'est arrivé de virer une personne, comment, suite à ça, tu restructures l'équipe? Comment tu la fais revivre, entre guillemets, de ces centres? Alors déjà, c'est pas qu'une fois, c'est plein de fois en fait, tu vois, derrière, il y a plein de fois où c'est des décisions managériales. Malheureusement, quand tu interviens en plus dans un contexte de crise, souvent, il y a du change. Et d'ailleurs, si je peux me permettre juste une toute petite déviation de rien du tout, les managers de transition ont cette réputation-là, de gens qui sont là pour trancher dans le vif en fait et virer des gens. Donc quand on parle
parlais d'acquérir la confiance des gens, etc., tu as en plus cette légende urbaine que les managers de transition sont là pour tailler dans le dur. Donc en c'est un fait, peu peur de toi. Bah ouais, et du coup, ça contre l'effet confiance dont je parlais tout à l'heure. Du coup, il n'y a pas certains qui sont un petit peu lèche-bottes avec toi? Si, il y a tout. Il y a ceux qui parlent pas, qui vont faire profil bas, tu sais, qui baissent la tête le temps que les balles sifflent en disant ouais, bah, c'est exactement ça, c'est l'esquive en fait, quoi, tu vois, derrière. T'as ceux qui vont essayer de prouver leur valeur pour X raisons, tu vois, derrière, ou juste mettre en avant des compétences de manière trop forte, tu vois, derrière, en montrant, t'as vu, je suis l'expert, t'as vu tout ce que je fais, machin, je suis un rouage essentiel de l'entreprise, voilà. En gros, tu peux pas me virer, s'il te plaît. Voilà. Et après, bah, t'as les gens qui sont un peu perdus, qui ont juste peur, qui attendent de voir, tu sais, derrière, te juger, etc. Voilà. Et donc là, il faut t'adapter. Et si on revient à la question initiale de les gens à virer, oui, il y a des fois, bah, t'as plus d'autre choix que de te séparer de la personne. Donc là encore, tu peux le faire proprement, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Et là, c'est là où je réaxe comment je gère transparence, franchise, etc. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas attendre. Tu vois, il y a beaucoup de managers qui ont peur d'attendre, de devoir dire des choses à leur N-1 ou leurs équipes, etc. Et je pense que c'est un truc où il ne faut pas attendre. Il faut dire les choses comme elles sont. Après tout, c'est une relation pro, hein, derrière, on peut réussir, on peut échouer, c'est peut-être pas la bonne boîte, c'est peut-être pas la bonne condition, c'est peut-être une relation qui marche pas, une erreur qui a été faite ponctuelle, ça remet pas en jeu des carrières, il n'y a pas mort d'homme en fait à dire qu'au final, c'est qu'une décision qui regarde un contexte entre une personne et une entreprise. Est-ce que tu as une technique, une fois que 2-3 personnes sont virées de l'équipe, pour justement garder avec toi les équipes et pas perdre leur confiance? Ouais, alors tu es obligé, tu as un truc que j'aime bien qui est la courbe du changement, tu sais, avec le passage du deuil à la remotivation et à la fin le succès. Alors, encore une fois, on est proche de la manipulation mentale ou de l'analyse psychologique ou les choses comme ça, mais tu sais que ça va remonter à un moment, en fait, quoi. Les gens vont s'habituer au départ que tu as provoqué, etc. Le plus souvent, c'est un soulagement, hein, parce que en fait, moi, je ne vire pas pour virer. Hein, c'est quand il y a vraiment un gros problème, tu vois, que ce soit d'efficacité ou un problème de comportement. Et dans ce cas-là, tu te dois de prendre une décision. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un bon manager, en fait, quoi. Donc, une fois que tu as eu le courage de le faire, le but, ça va être de limiter les effets sur les équipes. Donc, quand tu as de la chance, c'était un besoin commun et tout le monde est content que la personne soit sortie. Et à d'autres moments, il va falloir restaffer au même niveau, c'est-à-dire ne pas montrer qu'il y a une baisse de productivité. Généralement, tu vires, mais tu mets 6 mois recrutés et tu as moins une personne ou moins 2 personnes dans l'équipe et les gens doivent produire 2 fois plus. Donc là, tu te mets à dos l'équipe pour le départ et en plus, tu leur mets plus de travail dans les dents. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc là, le but, ça va être de les rassurer sur le niveau d'engagement, le fait que tu remplaces quelqu'un, d'expliquer en toute transparence pourquoi tu as pris ta décision. Il faut toujours beaucoup argumenter sur le pourquoi du comment tu as pris les décisions. Et après, croiser les doigts sur le fait que tu as eu la bonne intuition et que tu as pris la bonne décision sur l'homogénéité de ton équipe et la vie de ton équipe, quoi. Voilà. Ok, tu parlais de la courbe du changement. Ouais. J'ai déjà entendu parler de ça dans différentes startups où il y a des gens qui sont amenés à partir, virés du jour au lendemain ou quoi. Ouais. Pour les collaborateurs qui restent, c'est quoi les étapes? Tu parlais du deuil. En fait, ça commence par le choc de l'annonce, quoi. C'est tu vois, derrière. Du deuil, en fait. Non, mais c'est des étapes d'humeur, exactement. Là, voilà, en fait, où mais ça vaut pour un licenciement, mais comme quand tu perds quelqu'un, hein, ça s'applique à plein de choses. Et en fait, bon, bah, c'est pas moi qui l'ai créé. Je ressors simplement un concept psychologique bien connu où les gens ont tendance, encore une fois, on va parler de persona, à suivre le même parcours psychologique. Alors certains vont passer très rapidement le choc et vont vouloir passer tout de suite à ce qui suit après. Ok, bon, la personne est virée, c'est embêtant. Bon, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Comment on livre? Comment on s'organise? Qui le remplace, etc. Ils sont tout de suite dans le futur et ça les affecte pas trop. Et il y en a beaucoup qui restent dans le creux de la vague, dans le deuil, en disant ah ouais, mais j'aimais bien avec qui je vais manger. Ah mince, c'est lui qui s'occupait de tel truc. Comment on va faire maintenant? Et c'est là où il faut t'activer en tant que manager pour essayer de faire en sorte que le creux de la vague de cette courbe du changement, la partie deuil, lamentation, tu vois, ou refus d'accepter la réalité des choses, passe le plus vite possible en fait, quoi.
Est-ce que dans ta prise de décision pour licencier, virer quelqu'un quand tu es dans une organisation, est-ce que le salaire rentre en jeu? J'ai jamais eu à le faire. Et heureusement, j'aurais beaucoup de mal avec ça. Alors, tu as toujours des grilles de salaire dans les grands groupes qui sont respectées, etc. L'avantage des grands groupes, là, je me défausse complètement, c'est qu'il y a des RH en fait, qui sont là pour gérer ça. En fait, quoi. Moi, en fait, je suis plutôt plus là pour recruter des personnes qui rentrent dans les grilles de salaire. Donc, c'est plus simple. En tout cas, cette situation-là, je m'y suis jamais confronté. Là, devoir licencier quelqu'un. Toi, tu coûtes trop cher et t'es pas performant. Donc, non, ouais, en fait, moi, je me base que sur la performance. Vraiment, je suis une approche pragmatique des choses et en fait il faut vraiment qu'il y ait un problème soit de comportement, soit de delivery ou de compétences en fait tu vois à côté pour justifier quelque chose de ce type-là. Est-ce que tu as déjà remarqué que finalement les écarts de rémunération souvent dans les grands groupes pouvaient créer des conflits en interne justement, donc soit sur les performances, sur le salaire, sur la proactivité? Ouais, je pense, en fait c'est un sujet critique aussi. Je pense que d'ailleurs tu parlais tout à l'heure des startups qui grandissent, etc. Et je pense que c'est un problème majeur. Autant réguler une grille de salaire virtuelle sur 7 collaborateurs qui font à peu près tous la même chose. Tu as une équipe de dev ou une équipe de sales, je sais pas, tu vois, derrière, tous juniors, tous le même niveau d'expérience, et dedans, dans le tas, tu as un senior qui touche un peu plus que les autres. Ok, tu vas t'en sortir les doigts dans le nez. Que tu sois manager de transition, fondateur, enfin peu importe, quand tu es en charge du budget, et de la grille salariale de ton entreprise. Maintenant, tu te projettes, cette start-up-là, elle grossit. Elle a fait, je sais pas, 2 levées de fonds successives et elle passe de 10 personnes à 150 personnes. Voilà. Tu es 3, 4 ans, 5 ans plus tard, allez, on va dire, voilà, tu vois, sur un rythme normal. Et tu as gardé 80% de ton effectif de base. Donc eux, ils n'ont pas les mêmes rémunérations. Tu as les nouveaux arrivants, le marché a évolué. Peut-être qu'il est haussier, le marché. Donc ils arrivent avec un niveau de rémunération plus fort, en fait, derrière. Toi, en tant que manager ou fondateur ou gérant, tu as acquis aussi une expérience. Tu sais recruter maintenant une équipe, donc tu sais ce que tu accordes, ce que tu n'accordes pas. Tu connais les incentives que tu n'as pas accordés par le passé qui pourraient motiver les experts dont on passait. Et donc là, c'est un jeu d'équilibriste en fait entre le fait de mettre des rewards fortes sur tes historiques qui ont fait le succès et qui t'ont permis de faire les 2 levées de fonds. Pardon, je continue dans les exemples successifs. Donc les remercier et les conserver parce que c'est les forces vives et historiques de ton entreprise. Et en même temps, amener de la main-d'œuvre récente, plus au fait des choses technologiques, plus au fait de ce qui se passe au niveau du business. Et peut-être plus dynamique, j'en sais rien, par l'âge pour X raisons. Et là, cet équilibre-là, il n'y a pas de règle en fait, tu vois, derrière. Par contre, est-ce que ça provoque des conflits? Là, oui. Quand tu interviens justement dans ces organisations, est-ce que tu as un rôle de conseil justement sur les salaires, en disant oui, on peut recruter cette personne-là, ce salaire-là, ou en disant non, là c'est beaucoup trop cher, ça va créer des problèmes? Je peux même donner un exemple un peu plus précis. Encore une fois, je tairai le nom du client, mais voilà, tu prends un grand groupe, tu prends une filiale et les postes sont identiques, tu vois, entre le grand groupe et la filiale. Il y a des volontés d'harmonisation en fait des deux, et tu t'aperçois qu'en fait ceux qui sont dans la filiale, qui sont isolés en région, en fait, quoi, travaillent tous les jours avec leurs collaborateurs de la maison mère et gagnent pourtant 20% de moins pour faire le même taf, quoi, tu vois. Et en fait, tu leur demandes de faire la même chose, de pratiquer les mêmes enfin, tu leur demandes, la fiche de poste est rigoureusement la même. Comme tout se sait, à un moment, tu vois, à partir du moment où tu fais les trucs, ils discutent, ils sont à table, ils comparent leur salaire en mangeant une pizza après, pardon, je caricature à mort le côté du dev, en fait, qui va manger une pizza après le boulot, voilà, en équipe, voilà, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, les salaires se savent à un moment ou un autre, tout transparaît, en fait, quoi. Et au moment où il y a la révélation, tu apprends que ton collègue voilà, qui est là et qui est arrivé peut-être plus récemment que toi, il gagne 20% de plus que toi, c'est hyper compliqué à entendre. Voilà. Donc toi, en tant que manager, pour répondre à ta question, tu te dois de rééquilibrer ça le plus rapidement possible, quoi, tu vois. Et là, pour l'occasion, j'avais enlevé des nouveaux arrivants, tu vois, des postes à créer qui étaient dans le budget de roulement prévu, dans le fonds de roulement des RH d'un point de vue rémunération salariale, pour financer l'augmentation. Voilà.
tu t'enlèves 2 profils, voilà, t'économises 120 000 euros. En fait, tu vois, il va y avoir un peu plus de taf pour tout le monde, mais les 120 000 euros dispatchés sur l'ensemble des personnes qui sont en souffrance par rapport à leur rémunération, bah, tu leur accordes les 20% qui leur manquent. Et là, du coup, tu as un regain de boost, tu vois. C'est pas tous les jours que tu as 20% d'augmentation d'un coup. Ouais, c'est beau. C'est un one-shot. Hein. Tu préviens bien que c'est un rééquilibrage, que ça va pas être tous les ans et que c'est exceptionnel. Mais tu espères qu'en fait, la fermeture des 2 postes que tu pensais ouvrir, elle va être compensée par le regain d'énergie en fait, des équipes qui sont plus en souffrance d'un point de vue rémunération. Là, tu parlais de rééquilibrage, mais est-ce que tu as déjà eu à faire un choix catégorique sur les primes à donner à tes équipes? Ouais, bah ça, je crois que c'est tous les managers, quels qu'ils soient, en fait, sont confrontés à ça dès qu'il y a des variables en partie. Et là, c'est super compliqué, je trouve. La plupart du temps, il y a un côté un peu lâche. Le variable est accordé entre 80 et 100% de manière systématique. Tu souris, tu comprends pourquoi. En fait, ça te permet, c'est beaucoup plus simple de dealer avec un employé ou quelqu'un de tes équipes en lui disant bon, je t'accorde que 80% parce que tu n'as pas atteint tous tes objectifs, plutôt que lui dire bah, tu n'as pas de prime du tout, tu es à 0. Socialement, c'est plus acceptable. Voilà. Et donc, du coup, il y a des moyens plus ou moins francs, plus ou moins lâches, pardon, mais de gérer la rémunération. Moi, généralement, c'est pas moi qui décide de la politique de rémunération, pas directement. Donc, par contre, je dois l'appliquer. À moi d'y aller. Donc, pour choisir les trucs, je mets beaucoup de choses méthodologiques en place pour mesurer mieux. Si tu mesures mieux l'efficacité de tes équipes, tu as plus d'arguments factuels pour dire en fait si ça se situe plus proche du 0%, du 100% du variable. Donc là, tu vas parler de tout un ensemble de trucs, des KPI, des OKR. Enfin, je sais pas, les OKR, voilà, c'est des objectifs qui résultent. Tu vois que tu vas fixer une équipe ou un truc comme ça. Tu vas fixer des trucs. Est-ce que peut s'arrêter sur OKR, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est c'est une technique industrielle qui permet en fait de fixer des objectifs précis et chiffrés. Donc, par exemple, on veut atteindre un turnover de 100 000 euros de plus que l'année dernière. Et du coup, peu importe ce que tu fais en fait dessus, tout ton axe stratégique autour de ton équipe ou de périmètre que tu as confié à la personne ou aux personnes, elle est tournée vers ces OKR-là, en fait. Tu vois, et donc, ils sont. Chiffre d'affaires. Turnover, chiffre d'affaires. Pour moi, je mélange. Je fais du franglais, pardon pour ça. Je fais la traduction. Mais c'est ça. Du coup, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça pourrait être atteindre un nombre de clients contactés, si tu parles de service client, un nombre de cas résolus, un taux de couverture pour des QA sur des cas de test. Ça peut être n'importe quoi. Mais à partir du moment où c'est chiffré, et que tu te mets en capacité de mesurer les KPI, donc les indicateurs clés, le nombre de clients contactés, par exemple, qui serait un KPI. L'objectif, lui, c'est d'en contacter 1000 par mois, par exemple. Donc, on voit bien la différence entre KPI, l'indicateur au moment T, et l'objectif qu'on a fixé à la personne. Si tu as ces 2 éléments, que tu as été transparent, que tu as bien communiqué, bah, tu arrives à la fin de l'année, si la personne elle a contacté 8000 prospects potentiels au lieu de 10 000, bon, le ratio, il est, tu vois, à toi de voir, mais au moins tu as des arguments factuels sur la réussite de la personne individuelle et tu as plus d'arguments pour discuter avec elle de dire 0% de variable, 100% de variable. Ok. On a parlé depuis le début beaucoup d'empathie, du côté très humain que tu as d'ailleurs dans ton management. J'essaie d'avoir, en fait, effectivement. Que tu essaies d'avoir, que tu nous as bien décrit. Est-ce que pour toi, le management très humain est incompatible avec l'autorité forte ? C'est super ambigu comme question parce qu'en fait, je l'ai vu appliquer de différentes manières. Tu vois, j'ai vu des approches très militaires, très fortes et cassantes, tu vois, au niveau du management, avec une efficacité forte mais décérébrée. Tu vois, tu retires toute l'autonomie aux personnes, tu décides pour la personne et la personne ne prendra aucune décision sans être passée par toi. Tu vois. Et j'ai vu des organisations réussir comme ça. Donc je peux pas dire que ça ne marche pas. Tu vois. C'est pour ça que je disais, c'est un peu le côté ambigu de ma réponse. Par contre, moi, c'est pas du tout ce que je pratique. En fait, derrière, j'ai envie que mes équipes soient le plus autonomes possible pour prendre leurs décisions, pour continuer à faire un espèce d'emmener les gens dans ce climat de confiance, de transparence et de communication, voilà, de souder le groupe autour de ça. Voilà. Mais c'est une approche très française, je pense, voilà, d'essayer d'emmener des groupes comme ça.
Voilà, j'ai pu travailler à l'étranger où c'est pas du tout la norme, on va dire. Quel pays, par exemple? Ouais, tu peux prendre le Moyen-Orient, par exemple, l'Asie aussi, où il y a un respect de la hiérarchie tellement fort qui peut être paralysant, tu vois, pour les équipes. En fait, si le manager se plante, il n'y a personne qui lui dira écoute, je crois que tu te plantes, faut mieux pas qu'on aille là. Enfin, ça n'existe pas. Alors, là, donc c'est une sorte de dictature. Ouais, mais acceptée. Et le problème des managers de ces pays-là, c'est qu'ils ne savent pas s'ils vont dans le bon sens ou pas. Les équipes exécutent quel que soit l'ordre donné, quoi. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des personas, encore une fois, de par pays, par profil, en fait, derrière de pays, en décrivant comment les gens fonctionnent plus. Ça s'appelle une culture map, il y a des ouvrages, on peut les acheter derrière, et c'est très utile quand on fait des transfo groupes avec différentes nationalités qu'on doit faire collaborer. Et tu dois adapter ta communication, ton comportement managérial, les décisions que tu prends, comment tu communiques en fonction des gens avec qui tu travailles. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que tu dirais finalement que le management par l'empathie, c'est plus compliqué, plus difficile que le management en mode dictateur? Oui. Clairement, oui, je peux être cash. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de vouloir comprendre les gens et de faire en sorte de vouloir leur bien, enfin le bien pour eux, quoi. Tu vois derrière. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est le management, enfin la manipulation positive. Ouais. Mais peut-être que le côté dictateur, c'est aussi peut-être pour leur bien. T'as raison. Mais là, ça sort du cadre du management et du management de transition. Est-ce qu'une dictature positive serait la bonne solution pour un pays, par exemple? Tu vois, derrière, là, je peux pas répondre, tu comprends? Est-ce que tu dirais que c'est plus facile de manager comme un connard que de manière empathique, finalement? Je pense que c'est beaucoup plus simple d'être un connard dans la société d'aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est un raccourci simple. Il y a des gens qui arrivent à dormir très bien le soir après avoir été un connard toute la journée. J'en ai croisé pas mal. Pour moi, c'est pas mon cas. C'est impossible de fonctionner comme ça. Je ressasse en permanence ce que je dis aux équipes, les effets des trucs, etc. Et c'est pas qu'une approche empathique, c'est que je perçois fortement les émotions des gens, etc. Et c'est une vraie lutte pour moi d'être manager par moment, de manager des gens. Il faut que tu mettes une barrière quand même à un certain moment. Quand tu dois virer une personne, tu peux pas recevoir l'intégralité des émotions négatives que ça va provoquer à la personne. Tu es obligé de la prendre, cette décision-là. Et ça, j'avoue que c'est un niveau de blocage qui est très courant chez les managers intermédiaires qui ne sont pas encore super expérimentés. Quand tu le vis pour la première fois et que tu dois résoudre un conflit ou aller au-devant d'un problème comme ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer le cap empathique et qui, du coup, repoussent la décision, repoussent l'entretien, repoussent l'échéance. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de devoir prendre une décision immédiatement. Donc, du coup, en fait, tu as une vraie intelligence émotionnelle dans ta prise de décision, une intelligence de situation et émotionnelle pour justement faire avancer les boîtes. En tout cas, encore une fois, j'essaye de l'avoir parce que tu te trompes en permanence. Ce que je peux dire, c'est que je suis pragmatique. Donc ça, c'est certain, c'est un fait. Mais par contre, l'intelligence émotionnelle, tu touches à quelque chose qui est complètement intangible. Est-ce que toi, tu as une certitude quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui va le comprendre de la bonne manière, qui va le prendre bien, etc. Ouais, c'est un ressenti. Mais le fait, il vient une fois que tu as parlé, pas avant. C'est ça qui est malheureux, en fait. Vu que tu as mis des gens dans des personas, comme tu as dit tout à l'heure, tu sais un petit peu la réaction qu'ils vont avoir. Ouais, mais c'est du pari. Si tu es joueur de poker, tu peux tenter. Tu as 80% de chances que ça réussisse. Est-ce que tu prends le risque ou pas? Voilà. Et 20%, ça arrive de temps en temps quand même. Ouais, je sais. Tu vois, voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est qu'une histoire de prise de risque. Sauf que là, ce que tu risques, c'est le bien-être de la personne qui est en face de toi. Peut-être que finalement, regarde, Thomas et moi, en fait, on est deux personnages complètement différents. Peut-être que tu ne vas pas t'adresser de la même manière à Thomas qu'à moi-même, non? C'est certain. C'est certain. Ouais. Encore une fois, là, on n'est plus dans les personas, on est dans la perception plus fine des personnes. Tu vois, les personas regroupent des personnes des catégories plus larges. Vous seriez dans le même persona, après, dans la discussion plus fine, etc., ça relève plutôt de l'expérience et dans le détail, en tout cas. En tout cas, il y a une sensibilité à avoir. Est-ce que tu as peut-être, pour terminer sur ce sujet, un exemple concret de management humain, si on peut l'appeler comme ça, tu as mis en place qui a eu un bénéfice, on va dire, énorme sur les performances ou sur la motivation de tes équipes? Ouais. Oui, plusieurs. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, pour moi, ça fait partie de ma roadmap de succès personnel. En fait, j'adore ça. Accompagner des gens, faire du coaching, du mentoring ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est
vraiment gratifiant pour moi, pour mon profil en tout cas. Avoir des gens qui sont en perdition dans une entreprise, qui sont mal vus, qui sont dans un couloir planqué à côté des toilettes et qu'à plus personne ne parle, et qui ont peut-être des compétences, alors qui correspondent peut-être pas à la fiche de poste qu'on leur a confiée, mais trouver leur talent, les mettre en confiance, les faire progresser et redorer leur blason au sein de l'entreprise, voire les relancer sur une autre carrière qu'ils n'auraient pas pensé. C'est un sentiment de fou à chaque fois que je peux le faire. C'est pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est vraiment super gratifiant. Et alors concrètement, comment ça se matérialise? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, je sais pas, avec une équipe X ou Y chez un client? Non, ce qui est arrivé plusieurs fois, c'est effectivement des gens qui sont dans le doute, qui sont à un point de leur carrière où ils savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire, ou alors qu'on atteint un poste avec un plafond de verre et qui manquent de confiance en eux. Pour accomplir leur poste ou postuler pour un poste au-dessus, quoi, tu vois. Un peu comme du management d'équipe sportive, quoi. Tu vas avoir ce rôle de manager-coach en disant si, je suis sûr que tu peux, je crois en toi, vas-y, on va te mettre en confiance, on va retravailler ton plan de com, voilà avec qui tu dois parler, essaye plutôt de te positionner comme ça, voilà ce que tu devrais dire plutôt, tu vois, tu reprends vraiment en position de manager-coach, tu vois, derrière. Et là, des fois, ça marche, et quand ça marche, tu es super content. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Bon. Tout à l'heure, tu disais que tu arrivais justement dans une entreprise et tu étais un petit peu mal vu parce que tu avais un peu l'étiquette où tu allais potentiellement virer des gens. Ouais. Et quand tu as viré des personnes, est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir des représailles? Non. Mais parce que j'ai pas viré beaucoup de gens, tu vois, si ça se compte une dizaine, tu vois, j'ai eu une dizaine de cas à gérer de personnes à virer. Pour l'instant, en fait, j'ai jamais eu de cas où il y avait de la vengeance, etc. Du ressentiment, de l'incompréhension sur la raison, on va pouvoir parler de la courbe, tu vois, derrière, mais le choc, c'est aussi pour la personne qui reçoit la décision que tu lui annonces. Et voilà, j'ai jamais eu de gens qui ont pris la chaise, qui me l'ont lancé à travers la figure ou des choses comme ça. Mais par contre, je l'ai déjà vu forcément, quand tu bosses depuis longtemps, tu as plein de cas où ça se passe pas toujours très bien. Comment tu vois le rôle de CTO ou CPO dans une dizaine d'années? C'est super dur à répondre parce que là, il faut faire Nostradamus en fait. En fait, en tout cas, par contre, je peux te répondre sur plein de choses. Là, il faut que je parle du contexte du moment. Tu as l'IA, l'IA qui arrive, qui est de plus en plus proche de l'AGI, donc une IA qui serait omnipotente et capable de prendre des décisions en connaissance de tous les éléments, en fait, de tous les paramètres qu'on lui donne à manger. Donc ça, pour moi, je vois que l'IA en ce moment et le contexte de l'IA est déjà en train de prendre une part du boulot que je peux faire. Je m'appuie beaucoup même personnellement pour prendre des décisions. Je parlais des personnages, je parlais des choses comme ça. Tu lui donnes à manger des personnages, tu lui dis voilà, j'ai un tel, voilà ses résultats. On parlait d'OKR, de KPI, tu mets toutes ces informations dedans là. Donc tu as une approche qui recouvre tous les éléments que toi tu ne peux pas gérer en tant qu'humain en fait derrière, et tu lui demandes de sortir le même truc. Et ça, pour moi, je pense que c'est ce qui met le plus à risque une partie du taf des CTO et des CPO. Demain, monter une stratégie d'une boîte, tu vois, ce que tu demandes à un CPO nouvel arrivant, tu lui dis vas-y, monte-moi une stratégie produit en fait derrière. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de pertinence dans les outils publics du marché, même pas payants en fait, pour te faire une étude de marché et te sortir une strat qui est acceptable. un product manager junior qui me sortirait même, peut-être confirmé, à qui je demanderais la même chose, me sortirait à peu près la même chose, je serais super content. Voilà. Donc demain, je me dis, et c'est pareil côté strat technique, voilà, si je demande à l'IA de me prédire quelles seront les technologies tendances et quelle stratégie tech je dois mettre en place pour développer ma propre plateforme technique sur la prochaine année, je pense que je vais avoir des résultats super pertinents que j'aurais pu avoir d'un architecte assez chevronné. Voilà. Et ça va s'améliorer en plus. Ouais, c'est pour ça que quand tu me dis dans 5-10 ans, je pense que ça va prendre encore une dimension. Ce que j'espère, en tout cas, moi je serais peut-être sur la fin de ma carrière à ce moment-là, donc je serais content, mais pour les nouveaux arrivants sur le marché qui feront le même job que moi à ce moment-là, ça sera peut-être compliqué à gérer. Ils auront grandi avec, ou ils seront arrivés avec, donc ils sauront mieux l'utiliser que moi, j'en doute pas. Ça sera accepté dans la société aussi, je pense.
Ce que je pense, c'est que ça va rester un appui fort de décision, de promotion et de couverture en fait, des besoins autour des rôles de CTO, CPO. Ouais. Un nouvel outil dans la boîte à outils. Ouais, c'est ça. Mais, l'IA ne va pas remplacer le rôle entier d'un CTO. J'en sais rien. Je peux pas te répondre aujourd'hui que demain, quelqu'un qui a une idée de boîte, un peu de budget en fait derrière, il va pas pouvoir faire ce que je faisais tout au début de ma carrière, c'est-à-dire prendre les outils du moment, savoir les utiliser brillamment et lancer sa boîte en one-man show, tu sais, tout seul pendant des mois, accompagné juste d'une IA pour l'accompagner sur la plupart des décisions. Ça, moi, je pense que c'est pas un risque, c'est ce qui pourrait potentiellement arriver. Encore une fois, je fais du Nostradamus, mais c'est ce que tu m'as demandé. Pour conclure, si tu devais donner un seul conseil à un CTO qui nous écoute, ça serait lequel ? Je pense prôner la transparence de discussion sur l'ensemble des sujets, que ce soit vers ses équipes, vers son manager direct, son employeur ou son client, en fonction de son statut. Je pense qu'en fait, c'est cette transparence dans la discussion, la franchise qu'on peut avoir et le niveau de confiance qu'on peut avoir avec ses collaborateurs ou son management direct, c'est ce qui est primordial. Et ça vaut pour un CTO, bien sûr, mais je pense que c'est le point à mettre en avant pour n'importe quel manager d'envergure. En fait. Quelqu'un qui est amené à manager des équipes, mais aussi à prendre des grandes décisions stratégiques dans les entreprises dans lesquelles il officie. Merci beaucoup en tout cas, Philippe. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur YouTube et vos plateformes de podcast préférées. Vous retrouverez également des extraits de cet épisode sur LinkedIn, YouTube, Instagram et également sur TikTok sur le compte de Winside Technologies. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles ou un like. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de WinTalk.